Bonjour chers de l'histoire et bienvenue dans cette suite sur l'évolution de la doctrine de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Précédemment, nous avons vu que face à la guerre de tranchées qui s'impose à l'ouest à partir de la fin de l'année 1914, le grand quartier général, qui est dans l'optique d'une bataille décisive afin d'obtenir le plus rapidement possible la victoire, a tenté coup sur coup deux schémas tactiques. D'abord l'attaque brusquée en 1915, puis la conduite scientifique de la bataille en 1916. Tous deux des échecs, pour des raisons que j'explique dans cette première vidéo, que je vous encourage à regarder d'abord si vous ne l'avez pas encore fait, afin de mieux comprendre celle-ci. Ce qui fait qu'à la fin de l'année 1916, l'armée française est dans un grand désarroi face à ce blocage tactique qu'elle n'arrive pas à solutionner. Elle ne sait plus vers quel sein se tourner, et les Alliés vont finir par s'en remettre à un homme qui sort de l'ombre durant la bataille de Verdun, notamment par sa reprise du fort de Haumont, le général Nivelle, qui remplace Foch comme nouveau commandant-chef de l'armée française. Et surprenamment, avec lui, c'est le grand retour de la logique du choc et de l'attaque brusquée qui prévalait au début de la guerre. Ce retour à la tentation de l'attaque rapide est favorisé par deux éléments. Le premier, c'est le contexte stratégique de la fin de l'année 1916. La Russie est vacillante après les pertes terribles de l'offensive Broussilov, sur laquelle d'ailleurs je suis en train de vous faire actuellement une vidéo. Et si le pays du tsar fait défection, ce sont donc toutes les troupes allemandes du front de l'Est qui seraient alors redirigées contre l'Ouest. L'idée que le temps joue contre eux est donc prégnante dans les gouvernements britanniques et français. Il faut donc par conséquent en finir au plus vite avec l'Allemagne et donc en revenir au paradigme de la bataille décisive, c'est-à-dire gagner la guerre en un seul coup. Néanmoins, la même recette donnerait les mêmes résultats qu'en 1915. Mais c'est là qu'intervient le second élément, les nouvelles armes arrivant au cours de l'année 1916 et qui pour le polytechnicien qu'est Nivelle seraient des game changers, des armes miracles qui vont redonner de la force au mouvement et permettre de rompre les lignes allemandes. Par exemple, les nouveaux canons à tir rapide de 155 mm vont permettre de réduire considérablement le délai de préparation d'artillerie de 15 jours à 24 heures, et donc prendre l'ennemi par surprise, puisqu'il n'aura pas le temps d'acheminer des renforts. De plus, grâce à une portée plus longue, ils pourront marteler les défenses allemandes sur la profondeur. Nivelle compte aussi sur son artillerie spéciale, c'est-à-dire des chars d'assaut comme ceux de Schneider et de Saint-Chamond, véritables canons roulants qui vont pouvoir appuyer les assauts, protégés dans la troisième dimension par les nouveaux chasseurs Spad et Nieuport. Parmi ces nouvelles armes, il y a aussi celles qui équipent l'infanterie, comme le fusil mitrailleur Chauchat. En 1917, désormais 1/5 des hommes sont équipés d'une arme automatique. On peut également citer le lance-grenade Vivien-Bessières, à raison de 24 par compagnie, et enfin le canon à tir direct de 37 mm. Toutes ces armes, qui représentent une augmentation de la puissance de feu, tout en intégrant la dimension de mobilité puisqu'elles sont portatives, vont provoquer deux processus. D'abord, celui de la spécialisation de l'infanterie qui devient moins uniforme. Il y a la création du groupe de combat autour d'un fusil mitrailleur, avec chacun un rôle. Et l'autre processus, qui est le corollaire de l'augmentation de la puissance de feu depuis que les armes à feu sont introduites dans l'histoire, c'est l'allègement des unités. La division passe à une structure ternaire de 4 à 3 régiments, tandis que le bataillon passe de 4 à 3 compagnies, avec la transformation de la 4e compagnie en compagnie d'appui équipée de mitrailleuses, de mortiers et du canon 37 mm. C'est sur toutes ces nouvelles armes censées débloquer la situation tactique que compte Nivelle, qui obtient même l'unité du commandement franco-britannique. Et on le sent bien, parmi la troupe en 1917, voit naître un véritable nouvel espoir, celui d'une victoire rapide. Un optimisme qui va cependant être vite douché lors de la préparation de l'offensive que devaient mener de manière coordonnée les Britanniques et les Français sur le saillant de Noyon, puisque ce dernier est évacué le 15 mars par les Allemands qui se replient sur la ligne Hindenburg afin de rationaliser le front. Pour les Alliés, cela veut dire donc qu'il va falloir recommencer toute la préparation, déplacer les troupes dans un territoire que les Allemands ont saboté minutieusement, réaménager de nouvelles positions, déplacer les stocks de munitions. De plus, la ligne Hindenburg est une position défensive solide que les Allemands ont pris le temps d'aménager, avec des abris bétonnés et en sélectionnant les territoires les plus faciles à défendre. L'inquiétude monte dans l'armée française et Pétain exprime ouvertement ses doutes quant à la possibilité de percer cette ligne Hindenburg. Mais Nivelle parvient encore à convaincre, c'est un bon communicant, en utilisant un argument choc. S'il n'obtient pas la rupture du front en 48 heures, il stoppera son offensive. Cette dernière, qui débute le 16 avril, est menée entre Soissons et Reims et a pour centre de gravité le chemin des Dames.
Tout comme en 1915 et 1916, elle commence par une préparation d'artillerie, 5300 canons, une pièce lourde toutes les 21 mètres, labourent le terrain. Vient ensuite un assaut de 2 armées accompagné d'un feu roulant, tandis qu'une troisième, dont un corps de cavalerie, est maintenue en réserve pour exploiter la percée. Une offensive qui, tout comme les précédentes, s'avère un échec. L'Ailette, qui devait être franchie à J+1, n'est même pas atteinte, et la deuxième ligne allemande n'est pas entamée. Et finalement, ce n'est pas au bout de 48 heures, mais de 4 jours que Nivelle constate son échec et stoppe l'attaque. Alors encore une fois, pourquoi cet échec alors que Nivelle avait en sa possession des armes qui, à première vue, auraient dû permettre de solutionner ces problèmes tactiques? On peut dénombrer 5 raisons. La première est circonstancielle, ce que Clausewitz appellerait la friction, à savoir la météo. Nous sommes en plein mois d'avril. La pluie et même la neige ont fortement perturbé la préparation d'artillerie. Le terrain est détrempé, ce qui a limité l'effet des obus et empêché l'artillerie de se mouvoir correctement. Les chars s'embourbent et les hommes piétinent face à la pente boueuse et à laquelle les Allemands ont aménagé leur position. Ce qui pose la question de la pertinence du choix de la date, peu favorable à l'attaque, mais qui était en fait plus motivé pour des raisons politiques. Il s'agissait de secourir la Russie. Ensuite, il y a l'absence de surprise, un facteur de supériorité opérationnelle qui est déterminant. Les Allemands avaient remarqué les préparatifs et avaient quelques informations. Par exemple, lorsqu'un officier du 3e régiment de Zouaves se fait capturer avec les plans de son bataillon. Un autre facteur, c'est l'absence de la maîtrise des airs, qui a empêché une reconnaissance aérienne correcte, si bien que le repérage aérien n'a détecté que 53 des 292 batteries allemandes. Et ensuite, le guidage aérien a été mauvais tout au long de l'offensive. Il ne faut pas oublier la solidité de la ligne Hindenburg qui a absorbé le choc grâce à son organisation dans la profondeur, avec une première ligne dans la vallée, la deuxième à 3 km en arrière au pied de la crête du chemin des Dames, que les Allemands ont mis à profit en construisant leur position en contrepente, impossible à bombarder, et la troisième position sur la crête. Alors il faut dire aussi que les Allemands ont amené 15 divisions en renfort provenant du front de l'Est. Enfin, le dernier facteur de cet échec concerne les nouvelles armes sur lesquelles Nivelle basait pourtant beaucoup ses espoirs. D'une part, elles sont en nombre insuffisant, elles connaissent également des défauts techniques de jeunesse, mais surtout, leur emploi est encore mal maîtrisé. Certes, ces armes constituent un apport capacitaire tactique, mais pour qu'elles soient efficientes, encore faut-il les utiliser de manière coordonnée. Et c'est là le problème, l'armée française ne sait pas encore bien approprier ces nouvelles armes. Si on prend l'exemple de l'attaque des 132 chars, dont Saint-Chamond et Schneider au Berry-au-Bac, eh bien 44 d'entre eux tombent en panne, et ensuite vous avez l'infanterie qui n'arrive pas à suivre la cadence de ces chars. Si bien qu'à la fin ils avancent seuls, sans protection, et très vulnérables, et bien 57 d'entre eux sont détruits. C'est une première expérience cruelle, mais qui va permettre pour l'avenir un rétexte sur les modes d'emploi. C'était la percée qui était attendue, ce ne sera finalement là aussi que du grignotage. Et comme on le verra dans une prochaine vidéo sur l'offensive Broussilov, la chute du moral n'est jamais aussi importante qu'après la déception d'un espoir. Or Nivelle justement en avait suscité un grand, c'était celui d'une fin proche de la guerre. Son revers va donc provoquer la colère et déboucher sur les fameuses mutineries de 1917. Et les mêmes résultats provoquant les mêmes effets, l'échec de la bataille du chemin des Dames entraîne une nouvelle valse des chefs. Nivelle est démis de ses fonctions le 15 mai 1917, il est envoyé dans un commandement secondaire en Afrique du Nord où il restera jusqu'à la fin de la guerre. Et il est remplacé à la tête du GQG par celui qui l'avait ouvertement critiqué et qui s'était opposé à son offensive, le général Pétain, qui, une fois devenu chef de l'armée française, change totalement de stratégie. Fini les grandes offensives, un effort que de toute façon la France n'est plus capable de fournir dans l'immédiat. J'attends les Américains et les tanks, déclare-t-il. Et il va également mettre en avant une doctrine qu'il défendait depuis 1915, mais rejetée parce qu'elle ne proposait pas la percée directe, celle de la bataille latérale. La bataille latérale, dont la précision commence avec la directive numéro 1 du 19 mai 1917, représente un véritable changement de paradigme et de centre de gravité. Il n'est plus question d'obtenir la victoire décisive par une seule attaque axiale devant provoquer la rupture du front en un point unique, suivi d'une exploitation dans la profondeur comme tentent de le faire les Alliés depuis 1915. Il s'agit au contraire de multiplier sur toute la longueur du front les petites attaques à but limité dans le temps et l'espace, se concentrer sur la première ligne et surtout ne pas persister comme dans la Somme en 1916 dès que l'avance marque le pas, afin de minimiser les pertes.
Ces petites offensives doivent être menées avec une supériorité numérique écrasante, grâce à une concentration des moyens en infanterie, en artillerie et en aviation, telle qu'elle doit mener à un succès certain. Le but, au-delà de relever le moral du soldat français en berne en 1917, est de créer un enchaînement d'opérations qui met les Allemands constamment sous pression, les empêchant d'abord de concentrer leurs efforts défensifs en un seul point, leur faisant perdre ensuite toute possibilité de reprendre l'initiative, et enfin les obligeant à épuiser leurs réserves jusqu'à l'effondrement général, ou que la formation de saillants de 10 km sur 15 oblige les Allemands à se retirer pour maintenir une continuité du front, et tout cela en vue d'une grande offensive qui doit avoir lieu en 1919. Si vous voulez, pour que vous compreniez mieux, je ferai la métaphore du boxeur qui abandonne l'idée de mettre KO son adversaire par un seul grand coup, au profit d'un enchaînement de petites frappes, alors certes moins spectaculaires, mais qui va permettre de l'avoir à l'usure. C'est cette multiplication des offensives qui fait d'ailleurs qu'il est difficile de citer le nom d'une bataille célèbre en 1918, alors que 1914 est associé à la Marne et que 1916 est associé automatiquement à Verdun ou la Somme. Et c'est cet enchaînement d'opérations qui fait dire à Goya dans sa page 88 que l'on assiste à un début d'art opératif. Alors, Bihan parle lui plutôt d'un art proto-opératif. Alors, je n'irai pas plus loin dans ce débat, par contre je vous conseille cet excellent ouvrage de Bihan et de Lopez qui porte justement sur cet art opératif. Mais attention, une doctrine est opérationnelle que si l'équipement et l'organisation d'une armée est en adéquation avec celle-ci. Or, étant donné l'infériorité numérique temporaire des Alliés, il y a une condition qui est indispensable pour pouvoir assurer cet enchaînement d'offensives et ces déplacements d'un point à un autre du front pour y réaliser une concentration nécessaire des forces. Eh bien, cette condition, c'est la mobilité. Et heureusement pour Pétain, si jusqu'en 1917 les forces françaises n'étaient pas taillées pour une telle doctrine, son application devient possible en 1918 grâce à ce que Goya appelle la troisième phase de transformation de l'armée française, celle de sa motorisation. Grâce à un effort considérable de l'industrie, son parc automobile va passer de 9000 véhicules en 1914 à 88 000 en 1918. Et pour que vous rendiez bien compte, c'est tout simplement plus que toutes les autres armées du monde réunies. Le cheval disparaît au profit du moteur, par exemple la réserve générale d'artillerie qui concentre 40% de l'artillerie française est dotée de 14 000 véhicules pour tracter les batteries. En 1918, c'est un bataillon de chars Renault FT qui est produit chaque semaine, un char armé pour la première fois d'une tourelle pivotante sur 360 degrés qui remplace l'ancienne génération de chars et qui a été conçu de manière à maximiser sa mobilité en étant transportable par camion, un moyen de transport plus souple que le chemin de fer qui ne dessert que les grands axes. Alors évidemment, cela veut dire aussi l'aménagement d'un véritable réseau de routes parallèles et perpendiculaires au front. Vous connaissez le chemin des dames, eh bien ce sont 6 voies sacrées qui sont ainsi aménagées en 1918. Cette motorisation touche aussi la troisième dimension, avec 14 000 avions construits en 1917, 23 000 en 1918. En fait, la bataille industrielle, véritable corollaire de cette doctrine et de la guerre d'usure, a tout simplement été gagnée par la France qui submerge l'Allemagne dans tous les secteurs et qui devient l'arsenal des Alliés puisqu'elle peut même se payer le luxe d'équiper toute l'armée américaine. Cette motorisation va permettre un accroissement de la mobilité dont va découler 3 capacités. La première, c'est celle de faire circuler une masse d'un point à un autre du front et de pouvoir concentrer une force supérieure en un secteur déterminé de manière plus souple et plus rapide que les Allemands qui se basent encore beaucoup sur le chemin de fer et le cheval. Par conséquent, le déploiement des troupes se faisant plus rapidement, elle augmente l'effet de surprise qui, je le rappelle, est un facteur déterminant de la victoire. Enfin, l'accroissement de la mobilité va entraîner celui d'un autre invariant de la tactique, celui de la puissance de feu. En effet, malgré l'infériorité du nombre de canons lourds français, la motorisation va permettre de multiplier les effets de l'artillerie française en donnant la capacité à une batterie de se déployer plus rapidement dans un secteur, puis dans un autre une fois sa tâche terminée, là où auparavant il aurait fallu une batterie dans chacun de ces secteurs. Pour faciliter cette mobilité, les unités sont rendues interchangeables. Elles ont été standardisées dans leur équipement, leur structure et leur méthode d'emploi. D'ailleurs, il y a un abandon de la préparation d'artillerie qui dure des jours au profit d'un tir plus intense mais plus court afin de ménager l'effet de surprise. La bataille de la Malmaison, menée du 23 au 25 octobre 1917 sur le chemin des Dames, entre dans le cadre de ces attaques à but limité. Alors, Quentin de Sur le Champ vous a déjà fait une vidéo à son propos. Je vais donc me contenter ici de reprendre les éléments qui montrent que l'on est pleinement dans cette doctrine de la bataille latérale. D'abord, cette attaque n'a qu'un objectif limité.
Le fort de Malmaison, une position avantageuse qui surplombe la rive gauche de l'Ailette, que les Allemands seraient obligés d'évacuer en cas de prise, ce qui dégagerait définitivement le chemin des Dames. Elle n'implique ensuite qu'un nombre limité de divisions, 7, sur une portion réduite du front, 10 km, mais appuyée par une soixantaine de chars Saint-Chamond et Schneider, et surtout une concentration de 1800 pièces d'artillerie qui vont déverser pendant 5 jours 3 millions d'obus. C'est du jamais vu pendant cette guerre. Résultat, en 3 jours, l'objectif est atteint. Cela ne représente qu'une avance de 1 à 5 km, il n'y a pas de phase d'exploitation, mais pour la perte de 12 000 Français, plus de 60 000 Allemands sont mis hors de combat. Cette bataille de Malmaison permet aussi de peaufiner et d'éprouver certaines tactiques, notamment dans la collaboration interarmes artillerie-infanterie-char, avec par exemple le fait d'épargner les axes de passage d'un bombardement pour éviter que les chars s'y embourbent. On se rend compte aussi que cette attaque a coûté cher en munitions et que la France ne peut pas fournir un tel effort de production d'obus à chaque fois. Il est donc décidé d'abandonner les grandes préparations d'artillerie au profit de plus petites frappes, mais plus ciblées. Alors pour l'instant, cette mobilité est d'abord utilisée pour contenir la poussée des Allemands, qui à partir de mars 1918 lancent leur offensive de la dernière chance. Pour Hindenburg et Ludendorff, il s'agit d'obtenir la victoire décisive en profitant de leur supériorité numérique grâce au transfert sur le front de l'Ouest de leurs troupes du front de l'Est, libérées par la reddition de la Russie, et ce, avant que l'arrivée des troupes américaines ne provoque une bascule des forces définitive en faveur des Alliés d'ici la fin 1918. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur les innovations tactiques allemandes appliquées durant cette succession de 5 offensives entre mars et juillet 1918, résultat d'un rétexte de leur victoire à Caporetto et Riga. Par exemple, la création de troupes d'assaut, également une spécialisation de l'infanterie entre celle mobile et celle statique, les tactiques d'infiltration, des préparations d'artillerie intenses mais courtes, associant des tirs d'obus à gaz dans la profondeur et l'écrasement de la première ligne avec des Minenwerfer. Mais il faudrait toute une vidéo rien qu'à ce sujet. Toujours est-il que grâce à la motorisation française, Foch, qui devient par la force des choses chef des armées alliées, parvient à chaque fois à transférer rapidement, en moins d'une semaine, des troupes de réserve dans les secteurs attaqués menacés de rupture et à stabiliser le front. Je vous renvoie à ma vidéo sur le corps expéditionnaire portugais où je traite en détail l'opération Georgette. Si bien qu'en juin, après 3 mois d'offensive, l'armée allemande a certes remporté une victoire tactique en progressant jusqu'à 80 km, mais totalement inutile car non stratégique. Aucun objectif décisif n'a été atteint et elle a grillé sa marge de supériorité pour cela en perdant plus d'un demi-million d'hommes. À partir de juillet 1918, les Alliés reprennent l'initiative et appliquent cette doctrine de la bataille latérale. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de mener une grande offensive destinée à gagner la guerre à elle seule, mais un enchaînement ininterrompu d'offensives à objectifs limités, sur tout le front, et dont la bataille de la Malmaison en 1917 n'est que le prototype. Un véritable martelage destiné à épuiser progressivement les réserves d'une armée allemande déjà bien amoindrie suite à l'attrition de ses offensives du printemps 1918. La première regroupe les offensives menées en juillet et août qui visent à la réduction des saillants créés par les offensives allemandes du printemps, permettant du même coup de dégager les grands axes ferroviaires comme la ligne Paris-Amiens-Calais. Des saillants qui ont l'avantage par rapport à la ligne Hindenburg d'avoir une défense moins solide car plus récente et sujet aux attaques de flanc. Parmi ces offensives, on peut citer la 4e bataille de la Marne, menée par les Français du 18 juillet au 4 août, entre Reims et Compiègne, avec pour objectif le nœud ferroviaire de Soissons. Les Allemands sont totalement surpris. Comment est-ce que les Français peuvent-ils encore attaquer après 4 mois de recul et alors même qu'ils subissent l'offensive allemande dans le secteur de Reims ? Eh bien c'est justement parce que les Français sont plus mobiles que les Allemands, et ayant compris que ces derniers ne pouvaient pas attaquer simultanément dans plusieurs endroits, eh bien les Français, étant assurés de ne pas être attaqués ailleurs, ont réussi à réunir presque toutes leurs réserves à l'ouest du saillant, et ce en toute discrétion. Les 10e et 6e armées attaquent le 18 juillet, appuyées par 500 vachards, 1150 avions et 2200 pièces d'artillerie. La préparation ne dure qu'un quart d'heure, il est suivi d'un barrage roulant d'obus explosifs et fumigènes. Le succès est net. À la fin de la journée, les Français ont progressé de 10 km et 12 000 Allemands se sont rendus. Le lendemain, ce sont les 5e et 9e armées qui se lancent dans l'attaque. Le 2 août, Soissons est repris, et le 6 août, toutes les forces allemandes sont repliées derrière la Vesle après avoir perdu 110 000 hommes. À la fin de cette phase, la presque totalité du territoire conquis depuis mars par les Allemands est repris et ces derniers se replient sur la ligne Hindenburg.
À partir de août, ce sont pas moins de 18 attaques qui sont menées jusqu'à la fin de la guerre, dans ce que l'on a appelé a posteriori l'offensive des 100 jours. Alors, petite parenthèse, je parle beaucoup de l'armée française, mais il est vrai que cette dernière ne représente plus que 40% des effectifs des Alliés, que ce soit les Belges, les Anglais, les Américains, présents entre la mer et la Suisse. Et en 1918, eh bien, il y a de moins en moins d'offensives menées à 100% par les Français, affaiblis par les 5 mois d'affrontement et la perte de 400 000 hommes. Alors que la BEF, elle s'est reconstituée et que la première armée américaine ne cesse de s'accroître. Par exemple, l'offensive en Picardie, qui débute le 8 août, le fameux jeudi noir de l'armée allemande, est menée conjointement par la première armée française et la 4e armée britannique. Quant à la bataille de l'Argonne, de la fin septembre au 11 novembre, elle l'est par la 4e armée française et la première armée américaine. Cependant, comme le rappelle Goya, qui souhaite réhabiliter le rôle de l'armée française en 1918, les Alliés emploient cependant la même doctrine que les Français. Ils sont organisés sur le même modèle que l'armée française, voire, pour l'armée américaine, est équipée par elle. Ces 18 attaques sont toutes des succès. Alors certes inégaux, mais des succès, et la ligne Hindenburg, qui a posé tant de problèmes en 1917, est emportée là en 2 semaines. Cela s'explique par la doctrine de la bataille latérale qui produit ses effets. La mobilité permet aux Alliés de multiplier les offensives plus vite que l'armée allemande ne peut se reconstituer, et comme prévu, ces réserves s'amenuisent. 68 divisions début septembre, plus que 31 à la fin du mois, et encore avec une majorité de divisions qui sont en reconstitution, plus que 17, dont 4 sont véritablement opérationnelles à la mi-octobre. La chute de la ligne Hindenburg oblige ensuite les Allemands à en reconstituer une autre, la ligne Hermann, atteinte le 20 octobre, avant qu'elle ne subisse le même sort en une semaine, puis ensuite c'est la ligne Anvers-Meuse. Ce qui fait que l'on assiste à une succession de guerres de position puis de mouvements. Alors Michel Goya donne exemple de la 13e division d'infanterie française qui, en septembre, attaque la ligne Hindenburg, parcourt péniblement 4 km en 4 jours avec de lourdes pertes, mais ensuite progresse de 45 km avec des pertes légères avant de devoir s'arrêter. Ce retour au mouvement et la marche victorieuse des Alliés ne sont cependant pas dus qu'à la doctrine, mais aussi à la domination tactique de ces derniers qui sont parvenus à mettre en place une interopérabilité des armes. Toutes les armes et innovations sont adaptées aux besoins et sont employées pour solutionner les problèmes tactiques de manière combinée, coordonnée, en tenant compte des expériences de 1916 et 1917 afin d'obtenir une synergie tactique, ce qu'on appellerait en fait un combat interarmes. Par exemple, la 2e génération de chars représentée par le Renault FT est plus légère que ses prédécesseurs comme les Saint-Chamond et Schneider. Plus mobiles, ces chars Renault, dont il était prévu d'en équiper un bataillon de 45 dans chaque DI, ont une durée d'emploi opérationnelle qui a doublé. Ils attaquent en coopération avec l'infanterie. Les premiers fournissent un appui-feu blindé et mobile. La seconde protège cet appui-feu. L'artillerie, elle, casse avec la logique de séquence. Il n'est plus question de grande préparation d'artillerie de plusieurs jours précédant l'assaut. Elle devient courte, voire inexistante, comme à Saint-Thierry le 30 septembre, pour augmenter l'effet de surprise. Elle appuie l'infanterie simultanément à l'attaque par un barrage roulant. L'aviation, elle, qui opère le renseignement, guide ses tirs par différents systèmes comme la TSF, qui d'ailleurs relie toutes les armes, et l'aviation est également utilisée pour frapper dans la profondeur contre l'artillerie ennemie et pour l'interdiction. Bref, une action interarmes. Mais attention, si la doctrine de la bataille latérale a participé à la défaite de l'Allemagne en permettant une domination tactique et de nouveau la manœuvre, elle n'en est pas non plus la cause première. Les Allemands ne se sont pas effondrés sur le front de l'Ouest, car comme l'indique Lopez et Billan dans leur ouvrage, cette doctrine ne permet toujours pas de mettre la tactique au service de la stratégie. Il ne s'agit que d'une accumulation de gains tactiques. Il manque encore cet art opératif qui sera théorisé et formulé par Sievetchin dans les années 1920. La Première Guerre mondiale, en fait, est une guerre d'attrition, d'usure, où c'est la masse des Alliés qui a fini par l'emporter, grâce à une victoire dans la bataille industrielle, de l'entrée en guerre des États-Unis qui ont fini par engendrer un déséquilibre des forces auquel doit être ajouté les effets du blocus sur l'Allemagne et le début d'une révolution, ce qui a ôté aux soldats allemands qui commencent à se rendre en masse tout espoir de victoire ou de paix avantageuse. La guerre, c'est une dialectique des volontés.
Alors l'ironie de l'histoire est que c'est dans un autre secteur que la France et ses alliés parviennent à la seule rupture décisive de la guerre, celle sur le front d'Orient, le 15 septembre 1918, un coup de grâce provoquant la reddition de la Bulgarie le 28 septembre, premier domino amenant à celle de l'Empire ottoman, de l'Autriche, puis de l'Allemagne le 11 novembre. C'est donc au prix de terribles expérimentations et d'une profonde mutation en moins de 4 ans que l'armée française est parvenue à sa victoire le 11 novembre 1918. Alors, je suis bien conscient que je suis loin d'avoir traité tous les aspects, notamment la dimension aérienne, les communications, mais mon but, moi, était plutôt de vous décrire les grandes lignes du cheminement doctrinal qui a mené à la victoire de 1918. Mais si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous conseille plusieurs livres, notamment ces 2 ouvrages de Michel Goya, l'un qui s'intitule « S'adapter pour vaincre », qui parle des transformations de l'armée française pendant ces 4 années de la Première Guerre mondiale, l'autre « Les vainqueurs », qui se concentre plus sur l'année 1918. Et puisqu'on parle de livres, un autre livre que je trouve vraiment bien, c'est celui-ci qui est un condensé des infographies du musée Guerre et Paix, qui est situé dans les Ardennes, à 40 km de Sedan, que j'ai découvert par hasard. Et franchement, une muséographie de malade, comme j'ai rarement vu, dont une partie d'ailleurs est adaptée aux enfants. Donc si jamais vous passez dans le secteur, rendez-vous dans ce musée. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez qu'elle n'est en fait qu'une introduction à une série sur l'offensive de Broussilov de 1916, sur le front de l'Est, que je suis en train de vous préparer. Et en fait, cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais je me suis rendu compte qu'en préparant cette vidéo sur Broussilov, eh bien, il fallait déjà que je vous explique tout ce cheminement doctrinal dont Broussilov va s'inspirer. Donc, pour pas que la vidéo soit trop lourde, j'ai préféré faire ces 2 vidéos d'abord. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et d'ici là, longue vie et prospérité. Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduite à l'immortalité.